Ma mère m'a mise à la porte quand j'ai découvert que son nouveau copain vivait dans la maison de mon père. Le karma l'a frappée fort quand elle a appris à qui elle appartenait vraiment. Quand je suis rentrée de la fac, j'ai trouvé un parfait inconnu en train de faire du café dans notre cuisine, comme s'il était chez lui. Dès que je suis arrivée, j'ai remarqué une voiture inconnue garée à la place où papa garait son camion. Il y a 6 mois, j'ai perdu mon père, Richard, à cause d'une crise cardiaque soudaine. Ça a été un choc terrible pour notre famille, d'autant plus que c'était un homme en pleine forme, qui allait à la salle 4 fois par semaine, mangeait sainement, ne fumait jamais. C'était mon pilier. J'ai pensé que maman avait peut-être un ami à la maison pour l'aider à préparer les fêtes. Mais en entrant, j'ai vu ce type en short de sport et débardeur, en train de boire dans la tasse préférée de papa, celle avec les blagues nulles de papa que je lui avais offerte pour la fête des pères il y a 3 ans. Il avait l'air totalement à l'aise, comme s'il vivait là, ce qui m'a donné la nausée. Ma mère est descendue en peignoir de soie, un que je n'avais jamais vu. Elle m'a présenté ce type, Alan, comme son copain, en me disant qu'il avait emménagé 2 semaines plus tôt, comme si elle m'annonçait qu'on avait acheté une nouvelle cafetière. Je suis restée figée, mon sac sur l'épaule, incapable de comprendre ce qui se passait. Je lui ai demandé comment elle avait pu faire entrer quelqu'un chez nous si peu de temps après la mort de papa, et vous ne devinerez jamais sa réponse. Elle s'est immédiatement braquée, disant qu'elle avait droit au bonheur et que les jeunes comme moi ne pouvaient pas comprendre les relations d'adultes. Quand j'ai souligné à quel point c'était irrespectueux envers la mémoire de papa, surtout de voir Alan utiliser ses affaires, elle a explosé. Elle a commencé à hurler que j'étais une erreur pathétique, que j'essayais de contrôler sa vie, et que je devrais être reconnaissante qu'elle me laisse encore venir pendant les vacances. Le pire, c'est qu'en y repensant, ce genre de comportement de sa part n'est pas vraiment surprenant. Ma mère a toujours eu des conduites inappropriées que papa tolérait on ne sait comment. Au lycée, elle draguait mes copains quand ils venaient à la maison. Ça a commencé subtilement, trop de compliments, des prétextes pour leur toucher le bras en parlant, ou elle portait des vêtements trop légers quand ils venaient. Une fois, quand mon premier petit ami est venu me chercher pour le bal de promo, elle a ouvert la porte avec un haut très décolleté et un mini-short, puis elle a insisté pour prendre des photos collées contre lui. C'était si gênant que j'ai arrêté d'inviter qui que ce soit à la maison l'année suivante. Pendant mon adolescence, je l'ai surprise plusieurs fois en train de texter d'autres hommes. Il y a eu un incident avec mon prof de maths quand j'avais 16 ans. J'avais emprunté son téléphone pour appeler papa parce que le mien était à plat, et un message est apparu de Monsieur Peterson disant à quel point mon père lui manquait, ou plutôt, son parfum. Une autre fois, pendant que papa était en voyage d'affaires, je l'ai surprise en train de glousser en lisant des messages d'un voisin marié qui lui proposait un café. J'avais montré les messages à papa à l'époque, mais il avait juste eu l'air abattu et m'avait dit que parfois, les adultes faisaient des erreurs et qu'il fallait protéger notre famille. Après l'explosion à propos d'Alan, je suis montée dans ma chambre pour découvrir qu'elle avait été transformée en bureau. Les murs avaient été repeints, mes posters avaient disparu, et un bureau avait pris la place de mon lit. Toutes mes affaires avaient été mises dans des cartons et déplacées au garage. L'endroit qui avait abrité 22 ans de ma vie avait été effacé en 6 mois. C'est là qu'Alan a essayé de jouer les médiateurs, disant que le changement était difficile, mais que je devais accepter que c'était maintenant la maison de ma mère et qu'ils construisaient une vie ensemble. Il a même eu le culot de suggérer que je devrais peut-être chercher mon propre logement après l'obtention de mon diplôme. Quelque chose en moi s'est brisé. Je suis allée au garage, j'ai pris autant de cartons avec mes affaires et celles de papa que j'ai pu mettre dans ma voiture, et je suis partie chez mes grands-parents. Mon grand-père James, 75 ans, et ma grand-mère Marie, 73 ans, m'ont accueilli sans poser de questions. Ils n'étaient même pas surpris. Pendant le dîner, ils m'ont confié qu'ils avaient des soupçons sur le comportement de ma mère depuis longtemps. Ma grand-mère m'a raconté un incident survenu quand j'avais 14 ans. Elle était passée à l'improviste pour déposer des outils de jardin et avait surpris ma mère en train d'embrasser notre jardinier dans la serre. Quand ils en avaient parlé à papa, il leur avait supplié de ne rien me dire, disant qu'il voulait protéger notre famille et m'épargner de la douleur. Depuis que je suis partie, ma mère m'a inondée de messages, mais pas d'excuses. Elle exige que je rende les affaires de papa que j'ai prises. Selon elle, en tant que veuve, tout ce qui est dans la maison lui revient désormais. Mais ce ne sont pas des objets de valeur. Ce sont des choses personnelles comme sa vieille montre qu'il portait tous les jours, des albums de photos de nos sorties de pêche, des cartes d'anniversaire qu'il avait gardées de moi, et des lettres qu'il m'avait écrites quand je suis partie à la fac. Ce sont des souvenirs de mon père qui n'ont aucune valeur pour elle, mais qui représentent tout pour moi. La goutte d'eau a été ce matin quand elle m'a envoyé un message disant qu'Alan avait besoin de la place dans le garage pour ses équipements de sport, et que je devais venir chercher mes déchets où elle les jetterait.
Elle m'a traité d'ingrate et a dit que je me comportais comme une enfant pourri gâtée qui ne supportait pas que maman ait retrouvé le bonheur. Je l'ai bloquée après ça. Mes grands-parents m'aident à envisager mes options. Mais pour l'instant, j'essaie juste de comprendre comment ma mère a pu si vite effacer tout ce qui concernait papa et le remplacer comme s'il n'avait été qu'un vieux meuble. Mise à jour 1. La vie a une drôle de façon de rendre justice quand on s'y attend le moins. Hier, le meilleur ami de mon père, Marc, 54 ans, est venu rendre visite à mon grand-père avec des informations qui ont tout changé. Marc et papa étaient amis depuis la fac, colocataires devenus inséparables après leurs études. Il avait été le témoin au mariage de mes parents et est aussi mon parrain, bien qu'il ait déménagé dans une autre ville quand j'étais petite. Marc, qui est avocat spécialisé en immobilier, est arrivé avec un gros dossier de documents et une histoire qui nous a tous laissé bouche bée. 3 mois avant sa mort, papa avait secrètement transféré la propriété de la maison à mon nom. Tout avait été planifié avec soin avec l'aide de Marc. Papa y pensait depuis longtemps, surtout après que son bilan de santé annuel ait révélé des signes inquiétants. En réalité, papa n'était pas aussi aveugle au comportement de maman qu'on le pensait. Lors de leur dernier déjeuner ensemble, il avait confié à Marc qu'il avait trouvé des reçus d'hôtel dans la voiture de maman et vu des dépenses douteuses sur leur carte de crédit commune depuis des années. Il savait probablement qu'elle le trompait, mais il était resté pour moi. Ce qui l'inquiétait vraiment, c'étaient les antécédents médico-familiaux. Son père était mort à 49 ans, son frère à 47, tous deux de problèmes cardiaques. Il ne voulait pas me laisser vulnérable si jamais il lui arrivait quelque chose. Marc a apporté tous les documents originaux prouvant le transfert de propriété. Tout avait été enregistré légalement, dans les règles. Papa avait même payé un supplément pour accélérer le processus, comme s'il sentait que le temps lui était compté. Dans le dossier, il y avait une lettre de papa adressée à Marc, lui demandant d'attendre le moment où j'aurais vraiment besoin d'aide avant de me révéler tout ça. Il écrivait qu'il espérait que cela ne serait jamais nécessaire, mais qu'il voulait s'assurer que j'aurais toujours un foyer à moi. Quand mon grand-père a appelé maman pour l'informer de la situation concernant la maison, sa réaction a été explosive. Elle s'est mise à hurler à la trahison, disant que papa n'avait pas le droit de lui faire ça. Elle s'est mise à hurler qu'elle avait sacrifié sa jeunesse pour ce mariage, qu'elle n'avait que 26 ans quand elle s'est mariée, et qu'elle méritait tout ce qu'elle avait. Puis elle a accusé mon grand-père d'inventer tout ça juste pour la harceler. Le plus incroyable ? Alan a déménagé 3 heures après avoir appris que la maison ne lui appartenait pas à elle. Il n'a même pas dit au revoir. Il a juste emballé ses équipements de musculation et est parti pendant qu'elle était encore au téléphone à crier sur mon grand-père. Marc a mené une petite enquête et a découvert qu'Alan avait un passé bien particulier, il s'était déjà installé chez plusieurs femmes récemment veuves, les convainquant de vendre leur maison ou de contracter des prêts, puis il disparaissait avec l'argent. Apparemment, il poussait ma mère à vendre la maison pour investir dans sa dernière idée d'entreprise. Une salle de sport en crypto-monnaie ou quelque chose d'aussi absurde. L'avocat de mes grands-parents a envoyé à ma mère une notification officielle l'obligeant à quitter la maison sous 30 jours. Sa réponse a été totalement délirante, des dizaines de messages hystériques disant que je détruisais sa vie, qu'aucune fille ne devrait traiter sa mère ainsi, et qu'elle ne me pardonnerait jamais cette trahison. Elle est même allée jusqu'à appeler mon université pour dire que j'étais mentalement instable et qu'il fallait me renvoyer chez moi. Heureusement, l'école ne l'a pas prise au sérieux. Mais le pire, c'est ce qu'on a découvert ensuite en fouillant les affaires de papa avec Marc, ma mère avait déjà mis en vente plusieurs de ses objets précieux sur eBay. Ces montres de collection, qu'il voulait me remettre le jour de mon mariage, ces vinyles rares qu'on écoutait ensemble le week-end, et même les boutons de manchette anciens de son grand-père. Elle les avait tous listés comme appartenant à une succession de personnes décédées, à des prix bien en dessous de leur vraie valeur. Certainement pour faire de l'argent rapidement avant que quelqu'un ne s'en rende compte. Quand on l'a confrontée au sujet de ses ventes, elle a affirmé qu'elle avait besoin d'argent parce que j'étais égoïstement restée à la fac au lieu de rentrer l'aider. Elle a commodément oublié l'énorme somme d'assurance vie qu'elle avait touchée après le décès de papa. Cette police d'assurance suffisait à couvrir toutes leurs dettes et à lui laisser une vie confortable, mais apparemment, ce n'était pas assez. Aujourd'hui, j'ai passé la journée avec Marc et mes grands-parents à éplucher les documents de papa. On a trouvé des preuves qu'il avait discrètement remboursé leur prêt hypothécaire avec ses primes, sans rien dire à maman, qui continuait à dépenser comme si les paiements dureraient encore des années. En réalité, la maison avait été entièrement payée depuis 2 ans. Chaque nouveau détail que l'on découvre montre à quel point papa s'est battu pour sécuriser mon avenir, pendant que maman ne pensait qu'à elle. Sa nouvelle tactique, c'est de dire aux membres de la famille que papa était abusif et qu'il contrôlait l'argent, ce qui l'aurait poussé à chercher le bonheur ailleurs.
Quelques parents qui ont entendu sa version ont appelé mes grands-parents pour vérifier si c'était vrai, mais tout le monde connaît déjà le vrai visage de maman. Personne ne croit à son rôle de victime, surtout depuis qu'on a découvert qu'elle avait déjà déplacé la plupart de ses affaires dans le condo d'Alan. Elle prévoyait manifestement de partir bien avant que toute cette vérité n'éclate. Mise à jour 2. Faire sortir ma mère de la maison s'est transformé en cauchemar complet nécessitant l'intervention de la police. Après avoir ignoré l'avis d'expulsion pendant des semaines, elle s'est mise à prétendre qu'elle avait des droits de squatteuse et qu'on ne pouvait pas légalement la faire partir. Elle a même posté sur Facebook que sa cruelle fille la rendait sans abri, ce qui a entraîné une série d'appels de parents éloignés me réprimandant, avant de connaître toute l'histoire. Quand la police est enfin venue faire appliquer l'avis, elle a refusé d'ouvrir la porte. Elle a mis de la musique à fond pour couvrir les coups frappés et ne cessait de hurler que c'était sa maison, qu'elle avait des droits. Il a fallu 3 heures et des menaces de défoncer la porte avant qu'elle n'ouvre enfin. C'est là qu'on a découvert l'étendue complète de ce qu'elle avait fait aux affaires de papa. Sa précieuse collection de guitares, qu'il avait mis 20 ans à bâtir, avait disparu. Ce n'étaient pas des guitares quelconques. Il y avait une Fender Stratocaster de 1962 offerte par son père, des guitares signées par ses musiciens préférés, et la guitare acoustique avec laquelle il me berçait quand j'étais petite. Elle les avait toutes vendues via des sites en ligne, pour la plupart à des prix bien en dessous de leur valeur. Le matériel photo vintage qu'il utilisait pour son passe-temps ? Vendu. Ses médailles militaires de son service dans l'armée ? Disparu. Les livres en édition limitée qu'il collectionnait ? Introuvables. Elle avait méthodiquement vendu tout ce qui avait de la valeur appartenant à papa, dès quelques semaines après ses funérailles. On a retrouvé des reçus prouvant qu'elle rencontrait des acheteurs sur des parkings ou expédiait les objets à travers le pays, pendant que j'étais à la fac en pensant qu'elle était en train de faire son deuil. Pendant le déménagement, j'ai inspecté la maison pièce par pièce, notant tout ce qui manquait. Les murs étaient vides, là où pendaient jadis des photos de famille, des générations d'histoires familiales qu'elle avait décrochées, vendues ou jetées. Le bureau de papa était entièrement vidé, à part les meubles de base. Elle avait même vendu son bureau, ce gros meuble en chêne fait à la main par son grand-père. Le garage, c'était le pire. L'établi de papa, où il m'avait appris à construire mon premier nichoir, avait été entièrement vidé. Tous ces outils, qu'il avait méticuleusement organisés et entretenus pendant des années, avaient disparu. Le panneau mural où ils étaient accrochés montrait encore les contours laissés par les outils manquants, comme une scène de crime. Elle avait vendu tout son atelier pièce par pièce. Alan est revenu pendant le déménagement, prétendant qu'il devait récupérer des affaires qu'il avait laissées. Il a ressorti son discours mielleux, suggérant qu'on pourrait peut-être tous vivre ensemble comme une famille. Quand j'ai refusé net, il a révélé une information intéressante. Apparemment, maman lui avait dit que la maison était entièrement payée, ce qui était vrai, et qu'elle comptait la refinancer pour investir dans sa nouvelle entreprise. Il avait l'air sincèrement choqué d'apprendre qu'elle n'en avait jamais eu le droit légal. Ce qui m'a brisé, c'est de retrouver les journaux intimes de papa cachés dans le grenier. Maman ne les avait jamais trouvés parce qu'ils étaient rangés dans une vieille boîte de décoration de Noël. Papa écrivait ses inquiétudes depuis des années, le comportement suspect de maman, les retraits d'argent inexpliqués sur leur compte, sa peur de ce qui me pourrait arriver si jamais il lui arrivait quelque chose. Il y avait des entrées où il racontait avoir surpris maman en train de mentir, trouvé des factures d'hôtels étranges, ou vu sa voiture garée dans des lieux où elle disait ne jamais être allée. L'entrée la plus bouleversante remontait à 1 mois avant sa mort. Il écrivait qu'il avait vu maman et Alan ensemble dans un restaurant de l'autre côté de la ville, très proche. Il avait compris à ce moment-là qu'elle préparait déjà sa prochaine vie. Mais au lieu de l'affronter, il s'était concentré sur ma protection. Il avait passé ces dernières semaines à mettre ses affaires en ordre, tout en portant ce poids sur le cœur. Mes grands-parents m'ont aidé à engager une entreprise de déménagement pour récupérer ce qui restait. Pendant qu'ils travaillaient, plusieurs voisins sont venus me parler. Une voisine âgée, Madame Peterson, m'a raconté qu'elle avait vu maman recevoir différents hommes dans l'allée tard le soir, quand papa était en déplacement, mais qu'elle n'avait jamais osé le lui dire de son vivant. Un autre voisin nous a confirmé qu'il avait vu maman et Alan ensemble dans des restaurants locaux des mois avant la mort de papa. Et la dernière gifle est arrivée quand on a vérifié les caméras de sécurité que papa avait installées l'an dernier. Maman avait supprimé la plupart des enregistrements, mais elle avait oublié le disque de sauvegarde caché dans l'atelier de papa. La vidéo montrait ma mère en train d'amener plusieurs personnes pour examiner les affaires de papa, marchander les prix dans notre allée, et emporter des cartons en pleine nuit pendant qu'Alan l'aidait. Elle effaçait méthodiquement toute trace de papa dans la maison, probablement pour me dire plus tard que tout avait été volé si jamais je posais des questions.
Mon oncle, le frère de papa, est venu pour nous aider à changer toutes les serrures et installer un nouveau système de sécurité. Pendant son séjour, il m'a confié que papa lui avait parlé du comportement de maman il y a des années. Papa était resté dans le mariage en partie parce que maman l'avait menacé de rendre une éventuelle garde de moi compliquée et coûteuse s'il demandait le divorce. Il avait préféré endurer ses infidélités et ses mensonges pour m'éviter d'être prise dans une bataille juridique destructrice. Mise à jour 3. La dernière tentative de ma mère pour manipuler la situation serait risible si elle n'était pas aussi exaspérante. Hier matin, elle s'est pointée chez moi à l'improviste, vêtue des mêmes vêtements qu'au jour des funérailles de papa, l'air volontairement négligé. Elle s'est mise à pleurer sur le perron, assez fort pour que tout le voisinage entende à quel point elle est stressée mentalement et qu'elle doit rester dans la chambre d'amis le temps de se retrouver. La performance mériterait un Oscar, larmes de mascara, mains tremblantes, discours sur ses crises d'angoisse soudaine et sur l'impossibilité de dormir dans l'appartement d'Alan, car il ne se sent pas comme chez elle. Quand je suis restée ferme et que j'ai mentionné une ordonnance restrictive, son attitude a changé en une seconde. Les larmes ont disparu comme par magie, et elle s'est mise à m'accuser d'être une ingrate après tous les sacrifices qu'elle avait faits pour m'élever. Ce qui rend tout ça encore plus hypocrite, c'est qu'Alan, même son ex-femme, Karen, m'a appris que ma mère avait déjà versé un acompte pour un condo de luxe de l'autre côté de la ville. Elle n'est ni sans abri ni en détresse. Elle cherche juste à maintenir un accès à la maison, sûrement pour continuer à y voler des choses en cachette. Karen m'a contactée après avoir vu les publications larmoyantes de ma mère sur les réseaux sociaux. Elle m'a averti, c'est exactement comme ça que ma mère a attiré Alan au début, en jouant les victimes jusqu'à ce que les gens lui donnent ce qu'elle voulait. En parlant d'Alan, il a enfin montré son vrai visage en rompant avec ma mère hier. Apparemment, elle ne lui avait pas seulement menti sur la propriété de la maison. Elle lui avait aussi dit qu'elle allait bientôt toucher un gros héritage de ses parents. Or, mes grands-parents maternels sont bien vivants, retraités dans une résidence modeste en Floride, et ne lui parlent plus depuis des années après qu'elle leur ait emprunté de l'argent sans jamais le rembourser. Alan comptait sur cet héritage inexistant pour financer son nouveau projet d'entreprise. La rupture a eu lieu sur le parking d'un restaurant local. Une de mes cousines était là et a filmé toute la scène. Alan criait que ma mère l'avait fait passer pour un idiot et ruiné sa réputation en ville. Ma mère lui lançait sa boisson au visage en l'insultant de profiteur. L'ironie de cette accusation n'a échappé à personne. La vidéo tourne maintenant sur notre groupe de famille, et honnêtement, c'est exactement ce qu'ils méritent tous les deux. Maintenant, la dernière exigence de ma mère est encore plus délirante. Elle prétend avoir des droits maternels qui lui permettent de venir visiter la maison quand bon lui semble. Elle a même demandé à une amie qui est assistante juridique de rédiger un faux document de droit de visite à la propriété. Quand l'avocat de mes grands-parents lui a expliqué que de tels droits n'existaient pas, elle a commencé à appeler les proches de papa pour leur dire que je retenais en otage ses biens. Le plus troublant, c'est de découvrir qu'elle passe en voiture devant la maison plusieurs fois par jour. Les caméras de sécurité montrent sa voiture ralentir ou se garer de l'autre côté de la rue. Parfois, elle reste là des heures, à observer la maison. Mes voisins ont commencé à documenter ces passages, inquiets pour sa santé mentale. L'un d'eux m'a même proposé de garer ma voiture dans son garage pour qu'elle ne puisse pas savoir si je suis à la maison. Hier, elle a envoyé un email groupé à toute la famille élargie, affirmant que le stress causé par mes abus lui aurait provoqué des problèmes de santé et qu'il fallait que tout le monde la soutienne pour me faire revenir à la raison. Elle a joint des photos d'elle triste dans une salle d'attente d'hôpital, sauf que ma cousine, qui travaille justement dans cet hôpital, a confirmé qu'elle n'était là que pour un simple contrôle de routine. L'effet a été l'inverse de celui escompté. Plusieurs membres de la famille ont répondu en envoyant des captures d'écran de ces ventes eBay des affaires de papa. Mise à jour 4. Après avoir épuisé toutes ses options et s'être mise à dos à peu près tout le monde en ville, ma mère a finalement quitté l'État. Aucun membre de la famille n'a voulu l'accueillir, surtout après la vidéo de sa dispute avec Alan et les révélations sur la vente des affaires de papa. Sa sœur Cathy, qui ne lui parlait plus depuis 8 ans après que ma mère lui ait emprunté $20,000 sans jamais les rendre, a étonnamment accepté de l'héberger temporairement dans sa maison d'amis en Arizona. Mais avant de partir, maman a fait une dernière tentative pour récupérer des objets de la maison. Elle s'est présentée avec un camion de déménagement et 2 hommes qu'elle avait engagés, affirmant qu'elle venait chercher ses antiquités de valeur. Heureusement, j'avais tout documenté avec photos et numéros de série. La police est intervenue et lui a expliqué qu'elle ne pouvait rien emporter sans preuve de propriété. Elle est partie en hurlant que j'étais un démon ingrat qui finirait en enfer. Le dernier message que j'ai reçu d'elle était un email de 5 pages expliquant que je regretterais de l'avoir traitée ainsi quand je serai plus âgée et que j'aurai mes propres enfants.
Elle a écrit qu'un jour, je comprendrais le besoin de bonheur d'une mère et que lui interdire l'accès aux affaires de papa était un péché qu'elle ne me pardonnerait jamais. Elle affirme même que papa aurait honte de ce que je suis devenue. C'est particulièrement ironique, vu ce que j'ai découvert ensuite. En nettoyant le vieux bureau de papa, j'ai trouvé un panneau caché derrière son meuble. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de 2 semaines avant sa mort, accompagnée d'une petite boîte contenant de vieilles photos et des documents. Dans cette lettre, il expliquait tout. Pourquoi il était resté marié à maman, pourquoi il avait mis la maison à mon nom, et ce qu'il espérait pour mon avenir. Papa y écrivait qu'il savait pour les liaisons de maman depuis des années, mais qu'il était resté parce qu'elle avait menacé de se battre pour obtenir ma garde exclusive s'il demandait le divorce. Il s'inquiétait de ce que ma vie deviendrait si je devais alterner entre deux, surtout connaissant la nature manipulatrice de maman. Il avait vu comment elle traitait ses beaux enfants dans un mariage précédent, chose que j'ignorais totalement. Il ne supportait pas l'idée que je subisse la même chose. Les photos dans la boîte montraient mes parents plus jeunes, heureux, avant que tout ne change. Papa avait joint des annotations expliquant comment les choses avaient basculé après que maman ait commencé à travailler dans sa dernière entreprise, comment l'argent avait commencé à disparaître, et comment il l'avait surprise à mentir sur ses déplacements. Il avait tout documenté, dans l'idée qu'un jour je pourrais comprendre pourquoi il avait fait les choix qu'il avait faits. Ces dernières semaines, je me suis consacrée à rénover la maison, à effacer toutes les traces de ma mère. Fini les murs gris qu'elle avait peints à la place du bleu préféré de papa. Exit les meubles modernes qu'elle avait achetés pour remplacer ceux de papa. J'ai retrouvé certains de ces meubles d'origine dans des dépôts-ventes en ville et je les ai rachetés. Son vieux fauteuil en cuir, celui qu'elle prétendait avoir perdu pendant le déménagement, était dans une boutique de seconde main à seulement 20 minutes. Je termine maintenant mes études en ligne pour pouvoir vivre ici à plein temps. C'était le souhait de papa, que j'ai un endroit sûr, à l'abri des manipulations de maman. J'ai réaménagé son ancien bureau en une pièce chaleureuse, avec ses livres, ceux que j'ai pu retrouver et racheter, sur les étagères, et sa platine vinyle, que j'ai récupérée dans un magasin de prêteurs sur gage, dans un coin. Ma mère envoie encore parfois des emails, mais ils vont directement dans un dossier que je n'ouvre jamais. Ma tante Cathy m'a dit qu'elle causait déjà des problèmes en Arizona, mais ça, ce n'est plus mon souci. Je me concentre sur honorer la mémoire de papa et bâtir la vie qu'il a tant travaillé à me laisser.